Il y avait un son qu'Antoine Dubois n'avait plus entendu chez lui depuis 3 longues années. Des rires, des éclaboussures, la vie. Ça venait de la piscine. Mais c'était impossible. Théo ne pouvait pas bouger. Théo ne pouvait pas nager. Et Théo définitivement ne pouvait plus rire. Antoine resta immobile dans le couloir du premier étage de son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Il était 5h45 du matin. Le jour ne s'était même pas levé. La lumière dorée commençait à peine à filtrer à travers les fenêtres quand ce son le figea sur place. De l'eau, des rires. Impossible. Si vous croyez qu'un son peut changer une vie, vous ne connaissez pas cette histoire. Parce qu'Antoine Dubois était un homme qui avait tout sauf la seule chose qui comptait vraiment. Il était le PDG des laboratoires Dubois, une entreprise pharmaceutique valorisée à 300 millions d'euros, 52 ans, des costumes à 15 000 euros, des montres suisses, une maison à 4 étages avec une piscine olympique qu'il n'utilisait jamais. Il travaillait 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Pourquoi travaillait-il autant ? Parce qu'ainsi, il n'avait pas à penser, ainsi, il n'avait pas à se souvenir. Ainsi, il n'avait pas à croiser le regard de Théo et à voir ce que son cadeau avait causé. Théo Dubois, 19 ans, tétraplégique, son neveu. 3 ans plus tôt, Théo était différent. C'était une promesse de la moto, extraverti, souriant, plein de vie. Il gagnait des courses de jeunes. Il avait une petite amie. Il rêvait de devenir professionnel. Et Antoine, son oncle, l'homme qui réussissait, lui avait offert pour ses 16 ans la moto de ses rêves. Une Ducati Panigale V4 S rouge, 120 000 euros, le summum. 4 mois plus tard, Théo a eu un accident sur le périphérique parisien. Lésion médulaire C5-C6, tétraplégie incomplète. Sa sœur, la mère de Théo, est décédée dans le même accident. Elle était passagère. Antoine ne s'est jamais pardonné. C'est lui qui a acheté cette moto. C'est lui qui a signé le cadeau. C'est lui qui a tué sa sœur et détruit Théo. C'est ce qu'il pensait chaque nuit avant de s'endormir. Alors il travaillait, et il travaillait, et il travaillait. Théo vivait chez Antoine depuis l'accident. Il avait une chambre au rez-de-chaussée, aménagée avec des bars et du matériel médical. Des infirmières venaient 3 fois par jour, des kinésithérapeutes 2 fois par semaine. Les meilleurs neurologues de Paris l'examinaient chaque mois. Antoine payait tout, 150 000 euros par mois en soins médicaux. Mais il ne passait jamais de temps avec lui. Il ne pouvait pas. Chaque fois qu'il voyait Théo dans ce fauteuil roulant, il voyait sa propre culpabilité. Alors il payait les autres pour qu'ils prennent soin de ce qu'il avait brisé. Et Théo ne parlait pas beaucoup. Il ne souriait pas. Il ne montrait aucune émotion. Les médecins disaient que c'était une dépression post-traumatique. Normale dans les cas de lésions médulaires sévères. Ils lui ont prescrit des antidépresseurs. Théo les prenait. Rien ne changeait. 3 ans sans un sourire. 3 ans sans l'entendre rire. 3 ans de silence. Mais ce matin-là, à 5h45, Antoine entendit quelque chose d'impossible. Des rires. Il marcha lentement vers la fenêtre du couloir qui donnait sur la piscine. Son cœur battait vite. Il avait peur de regarder. Il avait peur que ce soit son imagination. Il avait peur que ce soit réel. Il jeta un coup d'œil, et ce qu'il vit le coupa le souffle. Dans la piscine, sous la lumière dorée de l'aube, il y avait Théo, flottant dans l'eau avec des dispositifs de flottaison jaunes sur les bras et le torse. Et à côté de lui, le soutenant avec soin, il y avait Sophie, la femme de ménage, avec son uniforme bleu trempé collé à son corps et ses gants de caoutchouc jaune encore enfilés. Elle chantait quelque chose à voix basse. Et Théo souriait. Antoine sentit ses jambes trembler. Il porta une main à la fenêtre pour se soutenir. Il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas comprendre. Théo ne pouvait pas être dans l'eau. Théo ne pouvait pas flotter. Théo ne pouvait pas sourire, mais il était là, souriant. Antoine ne descendit pas. Il n'interrompit pas. Il observa seulement. Pendant 10 minutes entières, immobile, il vit comment Sophie bougeait doucement Théo dans l'eau.
Il vit comment elle lui parlait. Il vit comment Théo fermait les yeux, détendu, avec une expression de paix qu'Antoine n'avait pas vue depuis l'accident. Quand Sophie sortit finalement Théo de l'eau à l'aide d'une grue portative qu'Antoine ne savait pas exister, quand elle le sécha avec d'épaisses serviettes, quand elle l'habilla d'un peignoir et le ramena dans sa chambre, Antoine était toujours à cette fenêtre, paralysé, confus et quelque chose d'autre, ému. Il partit travailler ce matin-là sans rien dire. Mais pendant toute la réunion du conseil d'administration, pendant tous les appels avec les investisseurs, pendant toutes les présentations de nouveaux médicaments, Antoine ne pouvait penser qu'à une seule chose. Théo a souri. Ce soir-là, quand il rentra chez lui à 11 h du soir comme d'habitude, il passa devant la chambre de Théo. La porte était entrebâillée. Théo dormait. Antoine entra silencieusement. Il s'approcha, et alors il le vit. Sur le dossier du fauteuil roulant, accroché avec soin, il y avait le peignoir de Théo, bleu clair, et il était humide. Toujours humide, à 11 h du soir. Impossible. Théo prenait son bain à 9 h du matin avec les infirmières. Pourquoi son peignoir serait-il mouillé à cette heure-ci? Antoine le toucha. Les gouttes froides lui mouillèrent les doigts. C'était réel. Il sortit de la chambre. Il alla dans la chambre de service où dormait Sophie. Il frappa à la porte. Il n'y eut pas de réponse. Il frappa de nouveau. Rien. Il ouvrit lentement. Sophie n'était pas là. Le lit était parfaitement fait, comme si elle n'y avait pas dormi. Antoine fronça les sourcils. Il était 11 h 15 du soir. Où était la femme de ménage? Il vérifia toute la maison, la cuisine, le salon, le jardin, rien. Alors, presque par instinct, il alla vers la piscine. Et là, assise sur l'une des chaises longues au bord de l'eau, il y avait Sophie, avec un cahier dans les mains, écrivant quelque chose sous la lumière d'une lampe de jardin. Antoine s'approcha sans faire de bruit. Sophie ne le vit pas. Elle était concentrée. Elle écrivait avec une petite écriture serrée. Antoine réussit à lire à distance. Jour 200, Théo a bougé l'index droit de 2 mm. Progrès lent, mais constant. Jour 200? De quoi? Antoine s'éclaircit la gorge. Sophie sursauta. Elle ferma le cahier immédiatement et se leva. Monsieur Dubois, excusez-moi, je prenais juste l'air. Antoine la regarda. Sophie avait 42 ans. Elle travaillait chez lui depuis 7 mois. Silencieuse, efficace. Elle ne causait jamais de problème. Elle arrivait tôt, elle partait tard. Elle faisait son travail sans beaucoup parler. Antoine lui avait à peine adressé la parole au cours de ces 7 mois au-delà des instructions de base. Mais maintenant, en la regardant sous cette faible lumière, il remarqua quelque chose. Sophie avait les cheveux encore un peu humides, et elle sentait le chlore. « Vous étiez dans la piscine aujourd'hui ?» demanda Antoine. Sophie baissa les yeux, déglutit. « Oui, monsieur, je vous prie de m'excuser. Je sais que j'aurais dû demander la permission. Je voulais juste aider Théo. Les médecins disent que l'eau est bonne pour la mobilité. J'ai pensé que si j'essayais, peut-être qu'il pourrait se sentir mieux. » Antoine ne répondit pas immédiatement. Il la regarda seulement. Et alors? Et pour la première fois en 3 ans, il fit quelque chose qu'il n'avait fait avec personne dans cette maison. Il posa une question. Vraiment? Depuis combien de temps fais-tu ça? Sophie hésita. Puis à voix basse, elle répondit 7 mois. Depuis que j'ai commencé à travailler ici, Antoine sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Comme si quelque chose se brisait et se remettait en place. En même temps, 7 mois, tous les jours. Monsieur Dubois, de 5h30 à 7 h du matin, avant que vous ne vous réveilliez. Pourquoi? Sophie le regarda droit dans les yeux. Et Antoine vit quelque chose là. Quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. De la détermination, un but, de l'amour. Parce que Théo mérite de sourire. Et parce que je sais ce que c'est de perdre quelqu'un et de ne pas avoir fait tout son possible pour le sauver. Antoine ne sut quoi dire. Il resta là, debout, soutenant le regard d'une femme qu'il avait ignorée pendant 7 mois. Une femme qui, maintenant il le comprenait, connaissait Théo mieux que lui.
Une femme qui avait consacré 200 jours à faire ce que lui, avec tout son argent, n'avait pas réussi, redonner le sourire à Théo. Si jamais vous avez pensé que l'amour ne venait que de la famille, cette histoire va vous prouver le contraire. Sophie s'excusa de nouveau et alla dans sa chambre. Antoine resta seul au bord de la piscine, avec le cahier que Sophie avait oublié sur la chaise. Il l'ouvrit. 200 pages, manuscrites, avec une écriture serrée. Chaque page était un jour. Chaque jour avait des horaires, des exercices, des observations, des progrès. Jour 1, Théo a paniqué en touchant l'eau, il a pleuré. Je l'ai sorti en 5 minutes. Demain, j'essaierai de nouveau. Jour 15. Théo a arrêté de pleurer. Il tremble seulement. Il a tenu 10 minutes. Jour 30. Théo a bougé le bras droit de 3 cm quand je lui ai demandé d'essayer d'atteindre la balle flottante. Jour 60. Théo m'a demandé pourquoi je faisais ça. Je lui ai dit « parce que je crois en toi ». Il est resté silencieux, mais il n'a pas pleuré. Jour 100. Théo a souri pour la première fois. Ce n'était qu'une seconde, mais je l'ai vu. Jour 150. Théo a dit « merci ». C'est le premier mot qu'il me dit en 2 mois. Jour 200. Théo a bougé l'index droit de 2 mm. Progrès lent mais constant. Antoine lut chaque page, chaque mot, chaque observation, et à chaque ligne, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 3 ans, de l'espoir et de la honte. Parce que cette femme, cet employé qui gagnait 1500 € par mois, avait fait en 7 mois ce que lui, avec 20 000 € mensuels en médecin, n'avait pas réussi en 3 ans. Elle avait rendu la vie à Théo. Antoine referma le cahier, regarda la piscine, et pour la première fois depuis longtemps, il pleura. Le lendemain matin, Antoine fit quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il annula toutes ses réunions, dit à son assistante de ne pas le déranger, et à 5h20 du matin, il se leva, s'habilla et alla dans le couloir du premier étage. À 5h32, il vit Sophie sortir de sa chambre. Elle portait l'uniforme bleu, les gants jaunes et un sac avec des serviettes. Elle alla directement à la chambre de Théo. Antoine observa à distance. Sophie réveilla Théo avec douceur, lui parla à voix basse. Théo acquiesça. Sophie l'aida à se changer, lui mit un maillot de bain adapté, le plaça dans le fauteuil roulant. Et ensemble, ils allèrent vers la piscine. Antoine les suivit, sans qu'il le voie, comme un fantôme dans sa propre maison. Quand ils arrivèrent à la piscine, Sophie prépara tout avec une précision presque médicale, plaça les flotteurs jaunes sur les bras de Théo, ajusta le harnais du torse, alluma la grue portable, descendit Théo doucement, très doucement, jusqu'à ce qu'il touche l'eau. Théo trembla au début, mais Sophie lui parla. Antoine n'arrivait pas à entendre ce qu'elle disait. Il voyait seulement ses lèvres bouger. Et peu à peu, Théo se relâcha. Sophie entra dans l'eau, avec l'uniforme et tout, avec les gants, et commença à faire bouger Théo, doucement, rythmiquement, comme une danse. Elle lui parlait constamment, lui chantait quelque chose. Antoine s'approcha un peu plus. C'était une berceuse, quelque chose à propos d'étoiles et de rêves. Et alors, Antoine le vit de nouveau. Théo sourit, ce sourire, ce maudit sourire qu'Antoine n'avait pas vu depuis 3 ans, était là, sur le visage de son neveu, causé par une femme qui n'avait pas de diplôme médical, qui n'avait pas d'argent, qui avait seulement 2 choses, du temps et de l'amour. Antoine s'assit sur une des chaises longues et observa. Pendant 1 heure entière, il vit comment Sophie travaillait avec Théo. Il vit comment elle le motivait. Il vit comment elle célébrait chaque millimètre de mouvement. Il vit comment, à la fin, quand elle sortit Théo de l'eau, elle le sécha avec soin, l'habilla, et lui dit quelque chose qui fit que Théo ferma les yeux et acquiesça. Quand Sophie tourna le fauteuil pour le ramener, elle vit finalement Antoine. Elle s'arrêta, palpitée. « Monsieur Dubois, je pensais que vous étiez déjà parti travailler. » Antoine se leva, marcha vers elle. Sophie recula d'un pas. Elle avait peur. Elle pensait probablement qu'il allait la licencier, qu'il allait la gronder, qu'il allait l'accuser de quelque chose.
Mais Antoine ne fit rien de tout ça. Il s'agenouilla devant Théo et le regarda dans les yeux. Théo le regarda en retour, surpris. Antoine ne faisait jamais ça, ne se mettait jamais à son niveau, parlait toujours d'en haut. « Théo, dit Antoine, d'une voix brisée, ça te rend heureux ?» Théo cligna des yeux, puis, lentement, acquiesça. « Oui, tonton. » Antoine déglutit. « Alors, on va continuer à le faire. Tous les jours, et je serai là, si tu me le permets. » Théo ne dit rien, mais ses yeux se remplirent de larmes, et Antoine pleura aussi, devant Sophie, devant Théo, devant la piscine qu'il n'avait jamais utilisée, pleura pour 3 ans d'absence, pour 3 ans de culpabilité, pour 3 ans de ne pas avoir vu ce qui était juste devant lui. Sophie ne dit rien, posant juste une main sur l'épaule d'Antoine, doucement, et ce fut suffisant. Si cette histoire vous touche le cœur maintenant, si vous sentez que quelque chose bouge en vous, c'est parce que vous savez que c'est vrai, parce que nous connaissons tous quelqu'un comme Sophie, ou nous devrions être quelqu'un comme Sophie. Ce matin-là, Antoine n'alla pas travailler. Il appela son assistante et lui dit d'annuler tout, pour la première fois en 15 ans. Antoine Dubois manqua le travail et resta à la maison, avec Théo. Ils déjeunèrent ensemble. Pour la première fois en 3 ans, Antoine demanda à Théo des choses qu'il ne lui avait jamais demandées. « Comment tu dors ? Qu'est-ce que tu rêves ? Qu'est-ce qui te fait mal ? Qu'est-ce qui te rend heureux ?» Théo, au début, ne savait pas comment répondre. Il n'était pas habitué à ce que son oncle lui parle. Mais, peu à peu, il commença à s'ouvrir. Il parla de l'eau, de comment elle le faisait se sentir libre, de comment Sophie lui disait que son corps pouvait faire plus que ce que les médecins croyaient, de comment, pour la première fois en 3 ans, il avait quelque chose pour quoi se réveiller chaque matin. Antoine écouta, vraiment écouta, et se rendit compte de quelque chose qui le frappa comme un coup de poing. Théo n'avait pas besoin de plus de médecins, n'avait pas besoin de plus de médicaments, n'avait pas besoin de plus d'argent. Il avait besoin d'espoir et de quelqu'un qui croit en lui. Et cette personne, ce n'était pas Antoine, c'était Sophie. Cet après-midi-là, Antoine chercha Sophie. Il la trouva dans la cuisine, en train de nettoyer. « Sophie, il faut que je te parle. » Sophie se retourna. Elle avait les yeux rouges. Elle avait pleuré. « Monsieur, si vous allez me licencier, je comprendrai. Je n'aurais rien dû faire sans votre permission. Mais s'il vous plaît, laissez-moi finir le mois avec Théo. Juste le temps que je trouve quelqu'un qui puisse continuer. » Antoine secoua la tête. « Je ne vais pas te licencier. Sophie, je vais te poser une question. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu consacré 7 mois à prendre soin de Théo, sans que personne ne te le demande, sans que personne ne te paie de supplément? Pourquoi ?» Sophie prit une profonde inspiration. Puis elle parla, d'une voix ferme. « Parce que j'étais kinésithérapeute. Monsieur, pendant 15 ans, j'ai travaillé à l'hôpital Saint-Louis. J'ai aidé des centaines de patients avec des lésions médulaires. J'étais bonne dans mon travail, très bonne. Mais il y a 5 ans, j'ai perdu un patient, un jeune garçon, 16 ans, accident de scooter, comme Théo. J'étais responsable de sa rééducation, mais j'ai craqué. Burn-out. J'ai arrêté de faire attention. J'ai arrêté de vérifier ses exercices. Et un jour, pendant une séance, il est tombé de la table. Il s'est cogné la tête. Il est tombé dans le coma. Il est mort 2 semaines plus tard. Sophie essuya ses larmes. Ils m'ont retiré ma licence. Ils m'ont poursuivi en justice. J'ai tout perdu. Ma carrière, ma réputation, mon but dans la vie. Pendant 5 ans, j'ai travaillé comme femme de ménage. Et chaque jour, je me demandais si j'aurais un jour une autre occasion de faire ce qui est juste. Quand je suis arrivé ici, et que j'ai vu Théo, j'ai vu ce garçon, j'ai vu ma 2e chance, et je ne pouvais pas la gâcher. Pas une nouvelle fois. Antoine sentit un nœud dans sa gorge. Sophie n'aidait pas Théo par bonté. Elle aidait Théo pour se sauver elle-même, pour se racheter, pour prouver qu'elle pouvait encore faire quelque chose de bien. Et elle avait réussi. Antoine fit un pas vers elle. « Sophie, combien t'a coûté le matériel que tu utilises avec Théo ?» Sophie cligna des yeux.
Pardon? Les flotteurs, la grue, tout. Combien ça t'a coûté? Sophie baissa les yeux. 24 000 €, monsieur. Je les ai achetés avec mes économies. 24 000 €. 3 mois de ton salaire, en matériel pour Théo, sans que personne ne te le demande, sans rien attendre en retour. Antoine sortit son téléphone. Il passa un appel. Oui, c'est Antoine Dubois. J'ai besoin que vous me mettiez en relation avec le directeur de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes de France. Maintenant, Sophie le regarda, les yeux grands ouverts. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de réparer une injustice, dit Antoine. Pendant les 3 semaines suivantes, Antoine Dubois fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait dans sa vie professionnelle. Il utilisa son pouvoir, mais pas pour gagner de l'argent, pas pour conclure un accord, pas pour écraser un concurrent. Il l'utilisa pour aider quelqu'un qui ne lui devait rien, pour quelqu'un qui avait tout donné, sans rien demander en échange. Il appela le directeur de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes, il appela des avocats, il appela des juges. Il examina le cas de Sophie, ligne par ligne, le patient qui était mort, le burn-out, la négligence. Mais il trouva aussi autre chose. Il découvrit que Sophie avait travaillé 14 heures d'affilée avant l'accident, qu'elle avait demandé de l'aide et qu'on la lui avait refusée, que l'hôpital manquait de personnel, que la table sur laquelle le garçon était tombé avait un défaut de fabrication que l'hôpital connaissait, mais n'avait pas réparé. Sophie n'était pas la seule coupable, mais elle avait été la seule punie. Antoine engagea les meilleurs avocats en droit du travail de France. Il rouvrit le dossier, il présenta de nouvelles preuves, et après 18 audiences, 3 mois de procédure et une lettre signée par Antoine, où il garantissait personnellement les compétences professionnelles de Sophie. L'Ordre des masseurs kinésithérapeutes de France publia un communiqué, licence professionnelle rétablie, avec des excuses officielles. Quand Antoine annonça la nouvelle à Sophie, elle s'effondra, littéralement. Elle se laissa tomber sur le sol de la cuisine et pleura pendant 20 minutes. Antoine s'assit à côté d'elle. Il ne dit rien, il était juste là. Et quand Sophie put enfin parler, elle ne dit qu'une chose. « Pourquoi avez-vous fait ça pour moi ?» Antoine la regarda. « Parce que tu as fait pour Théo ce que je n'ai pas pu faire, et parce que personne ne devrait porter une erreur pour toujours. Nous méritons tous une seconde chance. » Sophie acquiesça. Et Antoine sut que quelque chose avait changé, pas seulement chez Sophie, chez lui aussi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que ce qui s'est passé après est ce qui compte vraiment. Antoine commença à se lever tôt, tous les matins. À 5h20, il était réveillé. À 5h30, il était devant la chambre de Théo. Et quand Sophie sortait avec le sac de serviettes, Antoine était là, attendant. « Est-ce que je peux vous accompagner ?» demandait-il. Toujours. Au début, Théo ne savait pas comment réagir. Il n'était pas habitué à ce que son oncle soit présent. Mais Sophie apprit à Antoine quoi faire, comment soutenir Théo dans l'eau, comment le bouger doucement, comment lui parler pour qu'il se détende, comment célébrer chaque millimètre de progrès. Et Antoine apprit. Il apprit que son neveu était plus fort qu'il ne le pensait. Il apprit que le corps humain est capable de choses impossibles. Si quelqu'un croit en lui, il apprit qu'un millimètre de mouvement vaut plus qu'1 million d'euros en médicaments. Mais surtout, il apprit quelque chose qu'on ne lui avait jamais enseigné dans son master en commerce, dans ses cours de leadership, dans ses conférences de direction. Il apprit à être présent. 1 mois après que Sophie ait récupéré sa licence, Antoine prit une autre décision. Il réduisit sa journée de travail de 14 heures à 8. Son conseil d'administration s'y opposa. Ses associés se plaignirent. Ses investisseurs remirent en question son engagement. Antoine démissionna de son poste de directeur général. Il nomma un successeur et il resta seulement président du conseil. 4 heures de travail par jour, le reste du temps, à la maison, avec Théo. Savez-vous ce que vous feriez dans cette situation ? Renonceriez-vous à votre carrière pour quelqu'un que vous aimez ? Ne mentez pas. Réfléchissez-y vraiment.
parce que Antoine l'a fait, et ça a tout changé. Avec Sophie maintenant officiellement kinésithérapeute de la famille et Antoine présent à chaque séance, les progrès de Théo s'accélérèrent. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas un miracle instantané, c'était du travail, constant, quotidien, discipliné. 2 mois après qu'Antoine ait commencé à participer, le neurologue qui examinait Théo tous les mois arriva pour son rendez-vous de routine. Il s'appelait Docteur Lemaire, 58 ans, 30 ans d'expérience dans les lésions médulaires. Il avait tout vu. Il entra dans la chambre de Théo avec sa tablette et son stéthoscope. « Bonjour Théo, on va faire l'évaluation habituelle. » Mais quand il commença à examiner, il s'arrêta, il fronça les sourcils. Il examina à nouveau. « Théo, peux-tu essayer de bouger ta main droite pour moi ?» Théo ferma les yeux, concentré, et sa main bougea 4 centimètres vers le haut. Le docteur Lemaire enleva ses lunettes, les nettoya, les remit. Il répéta l'exercice. Théo bougea à nouveau la main, 4 centimètres. Le docteur se tourna vers Antoine, qui se tenait dans un coin de la pièce. « Monsieur Dubois, qu'est-ce qui a changé selon vous ?» Antoine regarda Sophie, qui était près de la fenêtre. « Elle, dit-il simplement. Et la piscine ?» Le docteur Vargas s'assit. « La piscine ? Théo, faites-vous de l'hydrothérapie ?» Théo acquiesça. « Tous les jours, depuis 8 mois, avec Sophie. » Le docteur regarda Sophie. « Êtes-vous kinésithérapeute ?»« Oui, docteur. » Le docteur Vargas sortit sa tablette. Il commença à écrire. Puis, il leva les yeux. « En 30 ans de carrière, j'ai vu 3 cas de lésions médulaires, C5, C6, qui ont récupéré une mobilité significative des mains. 3 sur des centaines, et tous ont pris des années, pas des mois. Théo, en 8 mois, vous avez récupéré plus de mobilité que des patients que j'ai traités pendant 5 ans. Je ne sais pas ce que vous faites, mais continuez comme ça. » Antoine sentit quelque chose dans sa poitrine. De la fierté. Pas pour lui, pour Sophie, pour Théo, pour ce qu'ils avaient accompli ensemble. Le docteur Vargas ferma sa tablette. Et alors, il dit quelque chose qu'Antoine n'oublierait jamais. « Monsieur Dubois, vous me payez 50 000 € pour ces évaluations mensuelles. Et en 3 ans, je n'ai pas obtenu une fraction des progrès que cette femme a accomplis en 8 mois. Vous savez pourquoi ?» Antoine secoua la tête. « Parce que je vois Théo 1 heure par mois. Elle le voit 2 heures par jour. Parce que je lui prescris des exercices. Elle les fait avec lui. Parce que je lui donne de l'espoir avec des mots. Elle lui donne de l'espoir avec des actes. La médecine moderne est incroyable, mais elle ne peut pas remplacer ce que vous avez ici. Dévouement, constance, amour. » Le docteur partit. Antoine resta assis, regardant Théo, regardant Sophie, et il comprit quelque chose de fondamental. Il avait dépensé 50 000 € par mois pendant 3 ans, soit 1 800 000 €, en médecins, en thérapie, en médicaments. Et Sophie, avec 8 000 € de salaire et 24 000 € de son propre argent en matériel, avait accompli plus. Parce qu'elle n'était pas là pour l'argent, elle était là pour quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Rédemption, raison d'être, amour. Ce soir-là, Antoine demanda à Sophie s'il pouvait voir le matériel qu'elle avait acheté. Sophie le conduisit au débarras où elle rangeait les affaires de la piscine. Elles étaient là. 3 flotteurs médicaux professionnels, jaunes éclatants, avec des marques d'utilisation. Antoine examina les étiquettes. 8 000 € chacun. 24 000 € au total. Matériel médical de qualité hospitalière. Le même que celui utilisé dans les meilleurs centres de rééducation de Paris. Sophie les avait achetés avec son salaire. 3 mois de travail, sans que personne ne le lui demande, sans espérer être remboursé. Antoine prit l'un des flotteurs. Il était lourd, bien fait, professionnel. Il le retourna, et alors, il vit quelque chose qui le frappa. À l'arrière, au marqueur permanent, Sophie avait écrit quelque chose. « Pour Théo, parce que tu mérites de voler. » Jour 1, Sophie. Jour 1, quand Théo pleurait encore en touchant l'eau, quand il n'y avait aucune garantie que ça marcherait.
quand personne à part Sophie ne croyait que c'était possible. Ce jour-là, elle avait déjà investi tout ce qu'elle avait. Pas dans du matériel, dans la foi. Antoine sentit sa gorge se serrer. Il remit le flotteur à sa place. Se tourna vers Sophie. Demain, nous allons aller au magasin de matériel médical et nous allons acheter tout ce dont tu as besoin. Tout. Tu ne vas plus dépenser ton argent là-dedans. Sophie secoua la tête. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. J'ai déjà ce qu'il me faut. Antoine insista. Ce n'est pas une suggestion, Sophie. C'est un ordre. Et à partir de maintenant, ton salaire ne sera pas de 8 000 €. Il sera de 32 000, en tant que kinésithérapeute professionnel de cette famille. Sophie écarquilla les yeux. Monsieur, c'est trop. Non, Sophie. Trop peu, c'est ce que je t'ai payé jusqu'à présent pour avoir sauvé mon neveu. Sophie ne sut quoi dire. Antoine non plus. Alors ils acquiescèrent simplement et sortirent du débarras avec une entente silencieuse entre eux. Ce n'était plus employé et patron. C'était une équipe, unie par un seul but, donner à Théo la vie qu'il méritait. Les semaines suivantes furent différentes. Antoine ne se contentait plus de participer aux séances d'hydrothérapie. Il commença à étudier. Il lut des livres sur les lésions médulaires, sur la neuroplasticité, sur la rééducation aquatique. Il prit des notes, il posa des questions. Sophie lui enseigna tout ce qu'elle savait, et Théo s'améliorait, lentement, très lentement, mais constamment. Jour 230. Théo leva sa main droite de 10 cm sans aide. Jour 250. Théo ferma son poing droit, seulement pendant 3 secondes, mais il le fit. Jour 270. Théo bougea sa main gauche pour la première fois, 1 centimètre, à peine perceptible, mais réel. Chaque petite avancée était célébrée, pas avec des cris, pas avec des exagérations, mais avec quelque chose de plus profond. Avec de la reconnaissance, avec du respect, avec la certitude que le corps de Théo se battait et qu'il gagnait. Mais tout n'était pas progrès physique, il se passait quelque chose de plus important. Théo redevenait lui-même, le garçon qui souriait, le garçon qui faisait des blagues, le garçon qui avait des rêves. Un jour, pendant une séance dans la piscine, Théo dit à Antoine quelque chose qui le laissa sans voix. « Oncle, je veux reprendre mes études. » Antoine faillit tomber à l'eau. « Quoi ?» Théo acquiesça, flottant avec ses dispositifs jaunes. « J'ai arrêté la fac après l'accident, mais j'y ai réfléchi. Si je peux bouger mes mains, je peux écrire. Si je peux écrire, je peux étudier. Je veux finir mes études. » Antoine sentit des larmes chaudes sur ses joues. « Tu étudiais quoi ? Ingénierie mécanique. Je voulais concevoir des motos plus sûres. Ironique, non ?» Antoine secoua la tête. « Ce n'est pas ironique, Théo. C'est parfait. Et tu vas le faire ? Je te promets que tu vas le faire. » Sophie, qui soutenait Théo dans l'eau, sourit. Il a déjà les mains pour écrire. Il a juste besoin de temps pour les renforcer. Et nous allons y arriver. Et Antoine sut, à ce moment-là, qu'il avait déjà passé le point de non-retour. Il ne faisait plus ça par culpabilité. Il ne faisait plus ça par obligation. Il le faisait parce qu'il le voulait, parce que Théo était sa famille, parce que le voir sourire valait plus que n'importe quelle réunion d'affaires, que n'importe quel contrat, que n'importe quel chiffre sur un compte bancaire. 3 mois après que Sophie ait récupéré son diplôme, Antoine organisa un dîner. Il invita le docteur Vargas, les infirmières qui avaient soigné Théo pendant 3 ans, les kinésithérapeutes qui avaient travaillé avec lui, et, bien sûr, Sophie. Au milieu du dîner, Antoine se leva son verre et parla. « Je veux vous remercier tous d'être ici. Pendant 3 ans, vous avez pris soin de Théo, vous lui avez donné des traitements, vous lui avez donné des médicaments, vous lui avez donné votre savoir professionnel, et j'en suis éternellement reconnaissant. » Il fit une pause. « Mais il y a quelqu'un ici qui lui a donné quelque chose de plus. Quelque chose qu'aucun diplôme professionnel, aucun médicament, aucun traitement ne peut donner. Elle lui a donné la foi, elle lui a donné du temps, elle lui a donné de l'amour. Sophie n'a pas seulement sauvé Théo, elle m'a sauvé moi aussi. Il m'a appris qu'être présent vaut plus qu'être occupé, qu'une minute d'attention véritable vaut plus que 1 000 €, que les miracles ne se trouvent pas en flacons, mais dans des mains prêtes à travailler, peu importe la douleur,
Antoine se tourna vers Sophie, qui pleurait en silence. « Sophie, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une employée de cette maison, tu fais partie de cette famille et tu le seras toujours. » Sophie se couvrit le visage de ses mains. Théo, assis dans son fauteuil roulant à côté d'elle, leva sa main droite avec effort et la posa sur la main de Sophie. Elle le regarda et Théo dit quelque chose qui fit taire toute la table. « Tu es mon ange, Sophie, et un jour, je remarcherai, juste pour te serrer dans mes bras en étant debout. » Il n'y avait pas un seul œil sec à cette table. Si cette histoire vous a touché jusqu'ici, si vous sentez une boule dans la gorge, si vos yeux sont humides, c'est parce que vous reconnaissez quelque chose. Vous reconnaissez que les véritables héros ne portent pas de cape. Ils portent des gants jaunes en caoutchouc et travaillent en silence, pendant que le monde dort. Mais ce qui s'est passé après ce dîner, c'est ce qui définit vraiment cette histoire. Parce que jusqu'à ce moment-là, tout n'avait été que des progrès physiques, des mains qui bougeaient, des doigts qui se fermaient, des muscles qui se réveillaient. Mais il y avait quelque chose que Théo n'avait toujours pas récupéré. Quelque chose de plus profond que n'importe quel mouvement physique, son âme. 3 ans de culpabilité, 3 ans à penser qu'il avait tué sa mère, 3 ans à croire que sa vie s'était arrêtée dans cet accident. Ça ne se guérit pas avec de l'hydrothérapie. Ça ne se guérit pas avec des médicaments. Ça ne se guérit qu'avec quelque chose que Sophie lui avait donné tout ce temps sans que personne ne le remarque. Le pardon. 1 mois après le dîner, lors d'une séance matinale à la piscine, il s'est passé quelque chose que personne n'attendait. Antoine et Sophie étaient dans l'eau avec Théo, comme d'habitude. Exercice de routine, mouvement doux. La lumière de l'aube entrait par les fenêtres. Tout était normal, jusqu'à ce que Théo se mette à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes silencieuses, c'était un sanglot profond, déchirant. Le genre de pleurs qui viennent d'un endroit où les mots n'arrivent pas. Antoine et Sophie s'arrêtèrent immédiatement. « Théo, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as mal quelque part ?» Théo secoua la tête. Il continuait à pleurer. Il tremblait dans l'eau. « C'est de ma faute. Maman, » dit-il entre 2 sanglots. « C'est moi qui l'ai tuée. C'est moi qui l'ai forcée à monter sur cette moto. Elle ne voulait pas. Elle m'a dit d'aller doucement et j'ai accéléré. C'est moi qui l'ai tuée. » Antoine sentit le monde s'arrêter. En 3 ans, Théo n'avait jamais parlé de l'accident. Jamais. Les psychologues avaient essayé. Les infirmières avaient demandé. Personne n'avait réussi à le faire parler. Mais là, dans cette piscine, à 6 heures du matin, entouré d'eau et d'amour, il a finalement craqué. Sophie le serra plus fort. « Non, Théo, tu n'as tué personne. C'était un accident terrible. Mais ce n'était pas ta faute. »« Si, » criait Théo, « c'est moi qui conduisais. J'allais vite, je n'ai pas vu le camion. Tout est de ma faute. » Antoine sentit des larmes couler sur son visage. Il s'approcha de Théo, le regarda dans les yeux. « Théo, si quelqu'un est coupable ici, c'est moi. C'est moi qui t'ai offert cette Ducati. C'est moi qui ai mis les clés dans tes mains. C'est moi qui t'ai dit d'aller en profiter. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, c'est à moi qu'il faut en vouloir. Non, oncle Antoine, tu voulais juste me rendre heureux. Et toi, tu voulais juste vivre. Ce n'est pas un crime. Théo, c'est être jeune, c'est être humain. Mais elle est morte à cause de moi. » Sophie prit alors la parole, d'une voix ferme. « Théo, regarde-moi. » Théo leva les yeux. Elle, Sophie, le tenait d'une main et de l'autre. Elle lui toucha la poitrine. « Ta maman est morte. C'est vrai. Et ça fait mal. Et ça fera mal. Toujours. Mais tu ne l'as pas tuée. Le destin l'a prise et a laissé que toi, tu restes. Tu sais pourquoi ?» Théo secoua la tête, en pleurant. « Parce que ton histoire n'était pas terminée. Parce que tu as encore des choses à faire dans ce monde. Parce que ta maman ne voudrait pas te voir comme ça. Te détruire pour quelque chose que tu n'as pas pu contrôler. Elle voudrait te voir sourire, vivre, te battre, comme tu le fais maintenant. Mais je ne peux pas marcher. Je ne peux pas courir. Je ne peux pas être celui que j'étais. Non, mais tu peux être quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui sait ce que c'est que de tomber et de se relever.
Quelqu'un qui peut aider les autres qui sont là où tu étais. Ta maman t'a donné la vie 2 fois. Une fois quand tu es né et une autre quand elle est partie. Ne gâche pas ce cadeau en te culpabilisant. Théo pleura plus fort. Antoine aussi. Et Sophie les serra tous les deux dans cette piscine. 3 personnes brisées. 3 personnes qui avaient perdu quelque chose. 3 personnes qui se retrouvaient dans l'eau. Après 10 minutes, Théo respira profondément, essuya ses larmes avec la main qu'il pouvait bouger et dit quelque chose qui changea tout. « Je veux vivre. Vraiment, pas seulement exister, je veux vivre. » Antoine le serra dans ses bras. Pour la première fois en 3 ans, il serra Théo vraiment, pas avec pitié, pas avec culpabilité, avec amour. Et Théo lui rendit son étreinte, faible, tremblante, mais réelle. C'était ça, le véritable miracle. Pas les mains qui bougeaient, pas les doigts qui se fermaient, mais le cœur qui se remettait à battre avec un but. À partir de ce jour, quelque chose changea chez Théo. Il ne se contentait plus de participer aux séances d'hydrothérapie. Il les dirigeait. Il disait à Sophie quels exercices il voulait essayer. Il demandait à Antoine de le tenir d'une certaine manière pour pouvoir tester un nouveau mouvement. Il prit le contrôle de sa propre guérison et les résultats furent étonnants. 4 mois après ses pleurs dans la piscine, exactement 1 an après que Sophie ait commencé à travailler avec lui, Théo fit quelque chose d'impossible. Lors d'une séance, pendant que Sophie et Antoine le tenaient dans l'eau, il dit « Je veux essayer quelque chose. Lâchez-moi. » Sophie et Antoine se regardèrent. « Tu es sûr ?» Théo hocha la tête. « Je vous fais confiance. Si je coule, vous me sortez, mais je veux essayer de flotter seul. » Sophie et Antoine échangèrent un regard. Puis, lentement, très lentement, ils lâchèrent Théo. Les flotteurs jaunes sur ses bras et son torse le maintenaient à la surface. Mais sans main pour le soutenir, il commença à s'incliner sur le côté. Théo bougea son bras droit, 2 centimètres, puis 5, puis 10. Il ajusta son équilibre et resta à flotter, seul, sans aide. Sophie se tapa la bouche avec ses mains. Antoine laissa échapper un cri de joie. Et Théo sourit, le plus beau sourire qu'ils aient jamais vu. « Je vole », dit-il. « Maman, je vole. » Il flotta seul pendant 30 secondes. Puis il commença à se fatiguer et Sophie le soutint de nouveau. Mais ces 30 secondes furent suffisantes. Elles furent la preuve que le corps humain, quand il a une raison de se battre, peut accomplir l'impossible. Cette nuit-là, Antoine ne réussit pas à dormir. Il resta éveillé à penser à tout ce qui s'était passé, à comment, 1 an auparavant, il avait entendu des rires impossibles venant de la piscine, à comment il avait découvert Sophie, à comment il avait appris que l'amour vaut plus que l'argent, à comment Théo était passé de ne pas sourire pendant 3 ans à flotter seul dans l'eau, et il réalisa quelque chose. Cette histoire n'était pas sur Théo, elle n'était pas sur Sophie. Il s'agissait de lui. Il s'agissait d'un homme qui avait tout eu et qui n'avait rien. Un homme qui travaillait 14 heures par jour pour ne pas ressentir. Un homme qui avait perdu sa sœur et qui avait presque perdu son neveu Théo parce qu'il était trop occupé à gagner de l'argent pour voir ce qui importait réellement. Mais Sophie lui avait appris quelque chose. Elle lui avait appris qu'être présent est le cadeau le plus précieux que l'on puisse faire, que 2 heures dans une piscine valent plus que 2 millions d'euros à la banque, que les miracles ne s'achètent pas, ils se construisent avec des mains, avec du temps, avec de l'amour. 2 semaines après le jour où Théo a flotté seul, Antoine a demandé à Sophie de l'accompagner à une réunion. Il ne lui a pas dit de quoi il s'agissait, il lui a juste demandé d'être là. Sophie, confuse, a accepté. Ils sont arrivés à un bâtiment médical à Neuilly-sur-Seine. Ils sont montés au 6e étage. Ils sont entrés dans un bureau avec vue sur la ville. Et là, il y avait le docteur Vargas et 4 autres médecins que Sophie ne connaissait pas. « Monsieur Dubois », dit le docteur Vargas. « Vous arrivez juste à temps. Voici les meilleurs neurologues et physiothérapeutes de France. Je les ai invités pour qu'ils écoutent ce que j'ai à dire. » Antoine acquiesça. Sophie était complètement perdue.
Que se passe-t-il? Le docteur Vargas se leva. Sophie, il y a 1 an, le cas de Théo Dubois était désespéré. Lésion médulaire, C5-6. Tétraplégie incomplète. 3 ans sans progrès significatif. Les meilleurs médecins de Paris l'avaient traité. Et rien n'avait fonctionné. Alors vous êtes arrivé. Et en 1 an, Théo a retrouvé de la mobilité dans les 2 mains. Il peut fermer le poing. Il peut écrire. Il peut ajuster son équilibre dans l'eau. Il y a 2 semaines, il a flotté seul pendant 30 secondes. Ça, médicalement parlant, c'est un miracle. Le docteur fit une pause. J'ai documenté son cas. Je l'ai présenté au Congrès international de neurologie à Houston. Et les résultats étaient clairs. Votre méthode d'hydrothérapie intensive, combinée à un soutien émotionnel constant, surpasse tout traitement traditionnel que nous ayons essayé. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes ici, pour vous demander quelque chose. Sophie cligna des yeux. Me demandez quoi? Nous voulons que vous formiez d'autres physiothérapeutes. Nous voulons que votre méthode soit enseignée dans les hôpitaux. Nous voulons que ce que vous avez fait pour Théo soit reproduit pour des centaines de patients atteints de lésions médulaires. Monsieur Dubois a déjà accepté de financer un programme pilote. 50 patients, 6 mois, hydrothérapie quotidienne. Vous en seriez la directrice. Sophie resta sans voix. Antoine sourit. Sophie, ce n'est pas une question, c'est une nécessité. Ce que tu as fait pour Théo ne peut pas rester seulement avec lui. D'autres méritent cette même opportunité. Et tu es la seule qui sait comment la donner. Sophie sentit des larmes couler sur ses joues. Mais Théo, je ne peux pas le laisser. Tu ne vas pas le laisser. Tu vas continuer à travailler avec lui tous les matins. Mais les après-midi seront pour les autres. Pour les gens qui ont besoin de ce que tu as donné à Théo, de l'espoir. Sophie regarda les médecins, puis Antoine, puis le docteur Vargas, et finalement dit « Vous croyez vraiment que je peux faire ça ?» Le docteur Vargas s'approcha d'elle. « Sophie, en 30 ans de carrière, j'ai vu beaucoup de bons physiothérapeutes, mais je n'en ai vu que 3 exceptionnels, et vous êtes l'une d'eux. Non seulement pour votre technique, mais pour quelque chose qui ne peut pas s'enseigner dans aucune université. Vous aimez vos patients, et ils le ressentent. C'est ça qui fait la différence. » Sophie acquiesça. « Alors je le ferai. Je le ferai pour Théo, et pour tous les Théos qui attendent leur propre miracle. » Les médecins applaudirent. Antoine la serra dans ses bras, et Sophie, pour la première fois en 5 ans, sentit que sa vie avait de nouveau un sens. Elle avait perdu son autorisation d'exercer, elle avait perdu sa carrière, elle avait perdu son but, mais elle avait tout retrouvé dans une piscine, à 5h30 du matin, avec un garçon qui ne pouvait pas bouger ses mains, mais qui lui avait appris à bouger son cœur. 6 mois plus tard, le programme pilote a commencé. 50 patients atteints de lésions médulaires de toute la région parisienne. Certains avec des cas plus sévères que Théo, d'autres avec des cas plus légers, mais tous avec quelque chose en commun. Ils avaient perdu l'espoir. Sophie a formé 20 physiothérapeutes. Elle leur a enseigné sa méthode, mais surtout, elle leur a enseigné quelque chose de plus important. Elle leur a appris à voir leurs patients comme des personnes, pas comme des cas, pas comme des numéros, comme des êtres humains qui méritaient de la dignité, du respect, de l'amour. Le programme fut un succès retentissant. En 6 mois, 42 des 50 patients ont montré une amélioration significative. 15 ont récupéré de la mobilité dans les mains. 8 ont pu recommencer à écrire. 3 ont pu recommencer à travailler. Et tous, absolument tous, ont recommencé à sourire. Les médias l'ont appris. Journaux, télévision, revues médicales. Tous voulaient savoir sur la femme qui avait réussi l'impossible. La femme de ménage qui est devenue la meilleure physiothérapeute de France. La femme qui redonnait l'espoir avec de l'eau et de l'amour. Mais Sophie ne voulait pas la célébrité, elle ne voulait pas la reconnaissance. Elle voulait juste continuer à faire ce qu'elle aimait. Alors, elle a refusé les interviews. Elle a refusé les prix. Et elle a continué à se lever à 5h du matin pour être dans la piscine avec Théo, parce que c'était sa priorité. Ça l'avait toujours été.
Ça le serait toujours. Si vous n'avez pas ressenti de frisson en lisant ça, si vous n'avez pas les larmes aux yeux maintenant même, alors vous n'avez rien compris. Parce que cette histoire n'est pas sur la médecine, elle est sur l'humanité. Elle est sur ce qui se passe quand quelqu'un décide qu'une vie vaut plus qu'un salaire, qu'un miracle vaut plus qu'un rêve. Et Théo continuait à s'améliorer, jour après jour, semaine après semaine. Ce n'était plus l'exception, c'était la règle. Parce que quand vous avez quelqu'un qui croit en vous plus que vous ne croyez en vous-même, votre corps fait des choses que la science ne peut pas expliquer. 1 an et demi après que Sophie ait commencé à travailler avec Théo, il a fait quelque chose que les médecins avaient dit impossible. Pendant une session dans la piscine, avec Sophie et Antoine à ses côtés, Théo ferma les 2 poings, en même temps, et les maintint fermés pendant 10 secondes complètes. Puis il les ouvrit, et avec sa main droite, lentement, très lentement, il leva le pouce, comme pour dire « On est bien, on va bien aller ». Sophie et Antoine pleurèrent, de nouveau, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de victoire, de gratitude, d'amour. Et quand ils sortirent de l'eau ce jour-là, Théo demanda quelque chose à Antoine. « Oncle Antoine, tu peux m'apporter un ordinateur portable ?» Antoine cligna des yeux. « Pourquoi faire ? Je veux écrire, je veux raconter mon histoire. Je veux que d'autres qui sont là où j'étais sachent qu'il y a de l'espoir, que les miracles existent, et qu'ils viennent des mains les plus inattendues. » Antoine lui acheta le meilleur ordinateur portable du marché. Et Théo commença à écrire, avec ses mains qui pouvaient à peine bouger, avec des doigts qui tremblaient, avec un corps que les médecins avaient abandonné. Il écrivit et écrivit et écrivit sa première phrase, écrite complètement seule, sans l'aide de personne, fut celle-ci. « Mon nom est Théo Dubois. Il y a 3 ans, j'ai cessé de croire aux miracles. Aujourd'hui, je sais qu'ils existent et qu'ils portent des gants jaunes. » Quand Antoine a lu cette phrase à l'écran, il s'est agenouillé près du fauteuil roulant de Théo et il a pleuré comme il n'avait pas pleuré depuis le jour de l'accident. Pas de tristesse, d'orgueil, d'amour, de la certaine absolue que son neveu allait bien, qu'il allait vivre, qu'il allait être heureux. Et Sophie, qui était dans la cuisine à préparer le petit déjeuner, a entendu les pleurs. Elle a couru, elle a vu Antoine agenouillé, elle a vu Théo avec des larmes coulant sur le clavier, elle a vu la phrase à l'écran, et elle a su que son travail était fait, pas terminé. Il ne serait jamais terminé. Mais elle avait réussi ce qu'elle s'était proposé. Elle avait rendu la vie à Théo. Elle avait appris à Antoine à aimer vraiment, et elle s'était rachetée elle-même. Ce soir-là, avant de dormir, Sophie a sorti son vieux carnet, celui où elle avait documenté 200 jours. Elle a ouvert la dernière page et a écrit une entrée finale. Jour 5, 147. Théo a écrit sa première phrase seul. Antoine a pleuré de bonheur. J'ai pleuré aussi. Pas parce que le travail est terminé, mais parce que j'ai finalement compris quelque chose. Je n'ai pas sauvé Théo. C'est lui qui m'a sauvé. Il m'a rendu mon but, ma raison de vivre, ma foi en l'existence de seconde chance. Merci, Théo. Merci, Antoine. Merci, la vie, de m'avoir permis de faire partie de ce miracle. Elle a fermé le carnet, l'a rangé dans son tiroir et a dormi en paix pour la première fois en 5 ans. Parce qu'elle savait qu'elle avait fait quelque chose qui importait, quelque chose qui durerait, quelque chose qui changerait des vies. Et elle avait raison. 2 ans après l'arrivée de Sophie chez Antoine Dubois, la vie de toutes les personnes concernées était complètement différente. Théo est retourné à l'université. Ce n'était pas facile. Il a dû suivre des cours adaptés. Il avait besoin d'équipements spéciaux pour écrire. Il a mis 2 fois plus de temps que les autres étudiants à terminer ses devoirs. Mais il l'a fait. Il s'est réintégré en ingénierie mécanique. Et son projet de thèse portait sur la conception d'équipements de réhabilitation aquatique pour les patients atteints de lésions médulaires, basé sur sa propre expérience. Sur ce que Sophie lui avait appris, son professeur l'a noté avec mention honorable et l'a nominé
pour le prix national de l'innovation médicale. Théo n'a pas gagné, mais être nominé était suffisant, parce que cela signifiait que son histoire importait, que sa douleur n'avait pas été vaine, qu'il pouvait aider les autres. Et le mieux de tout, Théo a récupéré 30% de mobilité dans ses bras. Ce n'était pas beaucoup pour certains. Mais pour quelqu'un que les médecins avaient déclaré sans espoir, c'était un univers. Il pouvait écrire, il pouvait manger seul, il pouvait se prendre dans ses bras. Et ça, pour Théo, c'était la liberté. Sophie est devenue la directrice du centre d'hydrothérapie du bois, un bâtiment entier dédié à la réhabilitation aquatique pour les patients atteints de lésions médulaires, financé entièrement par Antoine, avec 5 piscines thérapeutiques, 20 physiothérapeutes formés personnellement par Sophie et une capacité d'accueil de 200 patients par mois. Mais chaque matin, peu importe le nombre de patients qui attendaient, peu importe le nombre de réunions programmées, Sophie continuait d'arriver chez Antoine à 5h30 et continuait de travailler avec Théo dans la piscine pendant 2 heures, tous les jours, sans faillir, parce que c'était son engagement. Théo d'abord, toujours, et Antoine. Antoine n'était plus l'homme qui travaillait 14 heures par jour pour ne pas sentir. Il a réduit son temps de travail à 6 heures. Le reste du temps, il le consacrait à la fondation, et à Théo, et à vivre. Vraiment. Il a appris à nager, à 53 ans, parce qu'il voulait être dans l'eau avec Théo. Il voulait comprendre ce que son neveu ressentait quand il flottait. Et quand il l'a enfin fait, quand il s'est enfin laissé flotter dans cette piscine qu'il avait ignorée pendant des années, il a compris. Il a compris pourquoi Théo disait que l'eau le faisait se sentir libre. Parce que dans l'eau, le poids disparaît, les limitations disparaissent, il ne reste que le corps et l'âme et la possibilité. Cette histoire ne devrait pas exister. Parce que dans un monde normal, Sophie n'aurait jamais obtenu ce travail. Dans un monde normal, Antoine n'aurait jamais entendu ses rires. Dans un monde normal, Théo serait toujours sur ce fauteuil, sans espoir, attendant de mourir. Mais ce n'est pas un monde normal. C'est un monde où les miracles arrivent. Et ils arrivent parce que quelqu'un a décidé que ça valait la peine d'essayer. Le programme de Sophie a grandi. En 2 ans, il a pris en charge plus de 2000 patients. 800 ont montré une amélioration significative. 300 ont récupéré une mobilité fonctionnelle. 100 sont retournés au travail. Et tous, absolument tous, ont récupéré quelque chose que la médecine ne peut pas prescrire: l'espoir. L'une de ces patientes était une fillette de 12 ans nommée Chloé, paralysie cérébrale sévère. Elle ne pouvait rien bouger sauf les yeux. Les médecins ont dit qu'elle ne s'améliorerait jamais, que son cas était trop sévère. Mais ses parents ont entendu parler de Sophie, de la femme qui faisait des miracles dans l'eau, et ils l'ont emmenée au centre. Sophie a travaillé avec Chloé pendant 6 mois, tous les jours, avec la même dévotion qu'elle avait accordée à Théo. Et après 180 jours, Chloé a bougé son petit doigt, 2 mm, à peine visible, mais réel. Ses parents ont pleuré. Sophie a pleuré. Et Chloé, qui n'avait pas souri depuis 12 ans, a souri. Ce jour-là, Sophie a compris quelque chose. Elle ne faisait pas ça seulement pour Théo. Elle ne faisait pas ça seulement pour la rédemption. Elle faisait ça parce que c'était son but, sa raison d'exister, sa façon de laisser quelque chose de bien au monde. Un jour, lors d'une conférence médicale à Paris, on a demandé à Sophie de faire un discours. Elle ne voulait pas, elle détestait parler en public. Mais Antoine l'a convaincue. « Tu dois raconter ton histoire. Sophie, les gens ont besoin de l'entendre. » Alors Sophie est montée sur scène devant 500 médecins, physiothérapeutes et spécialistes. Et elle a parlé d'une voix tremblante au début, mais de plus en plus ferme. Elle leur a parlé du garçon qu'elle a perdu, celui qui est mort à cause de sa négligence. Elle leur a parlé de comment elle a tout perdu. Licence, carrière, but. Elle leur a parlé de comment elle est arrivée chez Antoine, en tant que femme de ménage, sans espoir, sans avenir, cherchant juste à survivre.
Et puis elle leur a parlé de Théo, de comment elle l'a vu sur ce fauteuil roulant et a vu le garçon qu'elle n'a pas pu sauver, de comment elle a décidé que cette fois, ce serait différent, que cette fois, elle ne faillirait pas, que cette fois, elle donnerait tout, peu importe le coût. Elle leur a parlé des 200 jours documentés, de 5h30 du matin, des 24 000 € de son propre argent, des larmes, des petites victoires, du jour où Théo a souri pour la première fois, du jour où il a flotté seul, du jour où il a écrit sa première phrase, et quand elle a terminé, quand elle a dit son dernier mot, il y a eu un silence absolu, pendant 10 secondes entières. Et puis, 500 professionnels de la santé se sont levés et ont applaudi. Pendant 5 minutes entières, certains pleuraient, d'autres souriaient, mais tout le monde comprenait. Ils comprenaient que la médecine, c'est important, que la science, c'est fondamental, mais que sans amour, sans dévouement, sans ce quelque chose d'inexplicable qui fait que quelqu'un se lève à 5 heures du matin pour s'occuper d'un étranger, rien de tout ça n'a d'importance. Après le discours, une jeune kinésithérapeute s'est approchée de Sophie. Elle avait les yeux rouges. Elle avait beaucoup pleuré. « Mademoiselle Sophie, dit-elle, j'ai démissionné de mon travail il y a 3 mois. Burn-out, comme vous, je pensais que je ne pourrais jamais revenir. Mais après vous avoir écouté, je sais que je peux, je sais que je dois. Merci. » Sophie la serra dans ses bras et lui dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Le burn-out ne signifie pas que vous êtes faible. Cela signifie que vous avez tellement aimé que vous vous êtes vidé. Mais l'amour se régénère. Si vous le laissez faire, si vous vous donnez la permission de réessayer, il y a des patients qui vous attendent et vous êtes la seule qui peut les aider. Ne gaspillez pas ce cadeau. La jeune femme acquiesça. Et 3 mois plus tard, Sophie reçut un email d'elle. Elle avait repris le travail et avait sauvé son premier patient post-burnout, un enfant atteint de paralysie, qui pouvait désormais bouger ses mains, grâce à elle. Et Sophie sut que son histoire faisait ce que Théo avait voulu. Elle donnait de l'espoir, elle inspirait, elle changeait des vies. 3 ans après le jour où Antoine entendit ces rires impossibles venant de la piscine, il organisa une réunion. Il invita Sophie, Théo, le docteur Vargas, la 50aine de patients du programme pilote, les kinésithérapeutes que Sophie avait formés, les familles des patients, tous ceux qui avaient été touchés par cette histoire. Il loua un immense salon, avec une capacité de 500 personnes. Et quand tout le monde fut là, quand tout le monde fut assis, Antoine monta sur scène et parla. « Il y a 3 ans, dit-il, j'étais un homme riche. J'avais une entreprise évaluée à 300 millions d'euros. J'avais une maison de 4 étages. J'avais tout ce que l'argent peut acheter. Mais je n'avais rien de ce qui compte vraiment. Je n'avais pas de temps. Je n'avais pas de présence. Je n'avais pas d'amour. Mon neveu était en train de mourir dans ma propre maison. Et j'étais trop occupé à gagner de l'argent pour le remarquer. » Il fit une pause. « Jusqu'à ce qu'un matin, j'entende quelque chose d'impossible. Des rires. Venant de la piscine que je n'utilisais jamais. Et quand je suis allé voir, j'ai découvert que la femme que je pensais être juste ma femme de ménage était en réalité un ange. Un ange qui se levait à 5h30 du matin depuis des mois pour sauver mon neveu, sans que personne ne le lui demande, sans attendre rien en retour. » Antoine montra Sophie du doigt. « Cette femme m'a appris quelque chose qu'aucun livre de commerce, aucun cours de leadership, aucun consultant corporatif ne m'avait appris. Elle m'a appris qu'être présent vaut plus qu'être occupé, qu'une minute d'attention réelle vaut plus qu'1 million d'euros, que les miracles ne viennent pas en flacons. Ils viennent de mains qui sont prêtes à travailler, peu importe combien ça fait mal. » Il se tourna vers Théo, qui était assis au premier rang. « Et grâce à elle, mon neveu est ici, souriant, étudiant, vivant, pas seulement survivant, vivant. Et ça n'a pas de prix. » Il fit une autre pause. « C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux annoncer quelque chose. J'ai décidé de donner 50% de ma fortune personnelle pour développer le centre d'hydrothérapie du bois. Nous allons ouvrir 10 centres de plus, dans 10 villes de France, pour que ce que Sophie a fait pour Théo puisse être reproduit pour des milliers de patients.
pour qu'aucune famille n'ait à perdre espoir, pour que les miracles soient accessibles, pas seulement aux riches, à tous. Le salon éclata en applaudissements. Sophie se couvrit le visage avec ses mains. Théo pleurait. Le docteur Vargas souriait. Et Antoine ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies, la paix. Après l'événement, quand tout le monde fut parti, il ne resta plus qu'Antoine, Sophie et Théo, tous les trois assis au bord de la piscine de la maison, la même piscine où tout avait commencé, où les miracles étaient nés. Théo regarda l'eau, puis il regarda Sophie, puis Antoine, et dit « Vous savez ce qui est le plus fou dans tout ça ?»« Quoi ?» demanda Antoine. « Je pensais que j'avais tout perdu dans cet accident. Mon corps, mon avenir, ma vie. Mais en réalité, c'est là que j'ai tout trouvé. J'ai trouvé un but, j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé une famille. Si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais changer ce qui s'est passé, je ne le ferais pas. Parce que ce que nous avons maintenant, vous deux, cette lutte, cette victoire, ça vaut plus que marcher. » Sophie pleura, Antoine pleura, et Théo sourit. Ce sourire qu'Antoine n'avait pas vu depuis 3 ans, ce sourire qu'il voyait maintenant tous les jours. Sophie prit la parole alors. « Moi non plus, je ne changerai rien. J'ai perdu un patient, j'ai perdu ma licence, j'ai perdu 5 ans de ma vie à faire le ménage. Mais tout ça m'a amené ici, à vous, à ça. Et c'était la meilleure erreur que je pouvais commettre. » Antoine les regarda tous les deux et sut que c'était ça, sa famille. Pas de sang, mais de quelque chose de plus fort, de survie partagée, d'amour construit dans l'adversité, de miracles faits avec des mains humaines. Tu as 2 options maintenant. Tu peux fermer cette page, oublier que tu as lu ça, revenir à ta vie comme si rien n'avait changé. Ou tu peux te souvenir que les petits gestes sauvent des vies, qu'être présent vaut plus que n'importe quoi, qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin que tu sois sa Sophie, son Antoine, son miracle. Quelle histoire de ta vie n'as-tu jamais racontée? Quel petit geste a changé une vie sans que tu le saches? 5 ans après ce premier jour où Sophie entra dans l'eau avec Théo, le réseau de centres d'hydrothérapie avait atteint 25 sites. 5000 patients pris en charge, 2000 avec une amélioration significative. 500 sont retournés au travail, 100 ont obtenu leur diplôme universitaire. Et tous, absolument tous, ont recommencé à sourire. Théo a obtenu son diplôme d'ingénieur mécanicien avec mention honorable et a trouvé un emploi dans une entreprise qui conçoit du matériel médical. Son premier projet était un système de flottaison amélioré, basé sur les flotteurs jaunes que Sophie avait achetés avec ses propres économies, des flotteurs qui se vendaient désormais dans toute la France, et qui portaient une petite plaque qui disait « Conçu par Théo Dubois, en l'honneur de Sophie, parce que nous méritons tous de voler. » Sophie continua à travailler. À 47 ans, elle était considérée comme la meilleure kinésithérapeute de réadaptation aquatique d'Amérique latine. Elle a reçu des prix, des reconnaissances, des invitations à des conférences internationales. Mais rien de tout ça ne lui importait autant que 5h30 du matin, quand elle continuait à arriver à la maison d'Antoine et continuait à travailler avec Théo. Parce que c'était son engagement. Et les engagements ne se rompent pas. Et Antoine n'était plus PDG. Il ne travaillait plus 14 heures. Il ne poursuivait plus les chiffres sur les écrans. Maintenant, il passait ses journées à nager, à visiter des centres d'hydrothérapie, à parler aux familles, à serrer les patients dans ses bras, à vivre vraiment, pour la première fois de sa vie. Un jour, un journaliste lui a demandé « Regrettez-vous d'avoir démissionné de votre poste de PDG, d'avoir fait don de la moitié de votre fortune ?» Antoine sourit. « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir entendu ces rires plus tôt, de ne pas avoir regardé par cette fenêtre, 3 ans avant ce que j'ai fait, parce que chaque jour que Théo a passé sans espoir était un jour que j'ai volé, par mon absence, par ma lâcheté, par mon refus de voir ce qui était juste devant moi. Il fit une pause, mais Sophie m'a donné une seconde chance, Théo m'a donné une seconde chance, la vie m'a donné une seconde chance,
et je ne vais pas la gâcher à poursuivre des choses qui n'ont aucune importance. Le journaliste écrivit l'article. Il devint viral, 3 millions de vues, la première semaine, et dans les commentaires, des centaines de personnes racontaient leurs propres histoires sur des employés qui les avaient élevés, sur des aides-soignantes qui les avaient sauvés, sur des anges invisibles qui travaillaient en silence pendant que le monde dormait. Une personne écrivit « Ma grand-mère a été employée de maison toute sa vie. Elle a élevé les enfants des autres, pendant que les siens étaient seuls. Je ne l'ai jamais remerciée. Elle est décédée il y a 2 ans. Après avoir lu ceci, je suis allé sur sa tombe et je lui ai demandé pardon et je l'ai remerciée pour la première fois. Merci d'avoir raconté cette histoire. » Un autre écrivit « Je suis médecin, je travaille dans un hôpital public. Je suis épuisé, fatigué, sans espoir. J'allais démissionner demain. Mais après avoir lu ceci, je vais revenir. Je vais essayer une fois de plus. Parce que si Sophie a pu se lever à 5h30 du matin, pendant 200 jours de suite, je peux tenir un service de plus, un patient de plus, un miracle de plus. » Et Sophie, lisant ses commentaires depuis son téléphone, pleura, non de tristesse, de gratitude, parce que son histoire faisait exactement ce qu'elle devait faire. Elle donnait de l'espoir. 10 ans après ce premier jour, à la piscine, Sophie, Antoine et Théo étaient toujours ensemble, non plus comme employés, patrons et patients, mais comme une famille. La famille qu'ils avaient construite dans l'eau, avec des larmes, avec des efforts, avec amour, et chaque matin, à 5h30, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'ils soient fatigués, tous les 3 se retrouvaient dans cette piscine. La piscine qu'Antoine n'avait jamais utilisée. La piscine qui était devenue le lieu le plus sacré de cette maison, le lieu où les miracles naissaient et ils flottaient, ensemble, dans l'eau, 3 personnes brisées qui s'étaient rencontrées et s'étaient réparées. Non avec de l'argent, non avec des médicaments, mais avec quelque chose de plus puissant. La présence, le dévouement, l'amour. Cette histoire est réelle. Les noms ont été changés, les détails ont été ajustés. Mais l'essence est vraie, parce que quelque part dans ce monde, en ce moment même, il y a une Sophie qui se lève à 5h du matin pour prendre soin de quelqu'un que le monde a oublié. Il y a un Antoine qui écoute des rires impossibles et découvre que ce qu'il cherchait était toujours dans sa propre maison. Il y a un Théo qui récupère, non pas son corps, mais son âme, et sourit pour la première fois depuis des années. Si cette histoire est arrivée jusqu'à vous, ce n'est pas un hasard. C'est parce que vous aviez besoin de l'entendre. Parce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui fait l'impossible pour vous et vous ne l'avez pas remarqué. Ou parce que vous êtes cette personne, faisant des miracles en silence, sans que personne ne vous voie, sans que personne ne vous remercie, mais en le faisant de toute façon, parce que vous savez que c'est important. Les miracles ne viennent pas du ciel, ils viennent des mains humaines, ils viennent de personnes ordinaires, qui décident de faire des choses extraordinaires. Ils viennent de quelqu'un qui se lève quand tout le monde dort, qui donne quand il ne lui reste plus rien, qui croit quand tout le monde a cessé de croire. Ils viennent de personnes comme Sophie, comme vous, comme nous pourrions tous l'être, si seulement nous décidions que cela vaut la peine d'essayer, parce qu'à la fin, quand tout sera fini, quand votre dernier jour arrivera, vous ne vous demanderez pas combien d'argent vous avez gagné, vous ne vous demanderez pas combien d'heures vous avez travaillé, vous vous demanderez qui ai-je aimé, qui ai-je aidé, quel petit miracle ai-je laissé dans ce monde. Et si votre réponse est rien, vous avez encore le temps, il y a encore quelqu'un qui attend. Il y a encore une piscine dans votre vie que vous n'avez jamais utilisée. Il y a encore des rires impossibles que vous pouvez entendre, si seulement vous décidez d'y prêter attention. Sophie Morales n'a pas sauvé Théo. Théo a sauvé Sophie, Antoine. Ne leur a pas donné une seconde. Chance
ils la lui ont donnée à lui, et tous se sont sauvés mutuellement, parce que c'est ce que l'amour fait. Il ne sauve pas qu'une seule personne, il sauve tout le monde. C'est l'histoire, c'est la vérité, c'est la leçon. Et si vous l'emportez avec vous, si vous la gardez dans votre cœur, si vous la laissez changer votre façon de voir le monde, alors cette histoire a rempli son objectif. Parce que les petits miracles, ceux que personne ne voit, ceux qui se passent à 5h30 du matin dans une piscine vide, ce sont ceux-là qui changent réellement le monde, une vie à la fois, un jour à la fois, un miracle à la fois, jusqu'à ce que nous sourions tous à nouveau.